Edita, vous êtes chargée de mission à la représentation en France de la Commission européenne basée à Marseille, du pôle territorial de Marseille. Que retenez-vous de cette matinée ? Alors bonjour à tous. Je tenais d'abord à féliciter aux organisateurs d'avoir organisé cette journée et à Marseille, parce que comme vous l'avez évoqué, donc je travaille à la représentation de la Commission européenne en France et plus particulièrement au bureau de Marseille, où nous avons développé un service dédié aux collectivités locales, aux élus et décideurs locaux, avec comme objectif de rapprocher l'Europe au plus près des territoires. Et je pense que ces deux journées sont un bel exemple d'échange et de nos objectifs finalement de ce que l'on souhaite pour la France et tous les États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire de travailler ensemble, d'échanger, de brainstormer, comme on dit en bon français, donc d'échanger nos idées et vraiment d'essayer de créer de nouvelles choses, d'innover et d'utiliser l'Europe, finalement, je me permets de le dire comme ça, pour améliorer la qualité de la vie des citoyens. Les thématiques de ces 2 jours étaient bien évidemment les 100 villes climatiquement neutres et donc le changement climatique, améliorer la qualité de l'air, donc créer des villes intelligentes et durables. Mais au-delà de ça, notre mission, c'est vraiment de saisir des opportunités européennes. Donc quand je parle de nos missions, c'est l'Europe, c'est la Commission européenne et puis plus précisément aussi ce bureau en France qui est à votre disposition, qui est un bureau où on travaille quotidiennement avec notre équipe pour vous apporter vraiment toutes les réponses à vos questions. Et une fois de plus, je suis vraiment très fière d'avoir cet événement à Marseille parce que les missions européennes, et notamment la mission des 100 villes, était une de nos toute première mission à nous, du bureau à Marseille, c'est-à-dire de faire ce lobby auprès des villes françaises pour se lancer dans cette aventure, faire cette expérience et devenir des villes d'expérimentation au final et des exemples pour d'autres villes européennes en termes de neutralité climatique. Voilà. Merci. Emmanuel de Lambersin, on vous connaît déjà, mais on va rappeler que vous êtes adjoint. Voilà, oui, je ne rappelle pas tout, c'est trop long. C'est écrit en plus. Hein, ouais. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier nos amis roumains, notre ami roumain et roumaine et néerlandais pour avoir fait l'effort de parler français dans la conférence. Parce que je dois dire qu'à chaque fois il s'agit de profiter de l'Europe, mais de la construire aussi. Et le nombre de réunions auxquelles j'assiste, dans lesquelles il y a des présentations d'expériences étrangères en anglais, alors que je rappelle que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, ça m'agace un peu. Donc, bon, l'étape d'après, c'est que chacun parle sa langue et tout le monde la comprend, mais là, c'est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, donc, merci beaucoup pour ça. Et je voulais aussi réagir à une expression qui est beaucoup venue. On a beaucoup parlé de la population, de la participation, de ces choses-là, et du monde que les citoyens voudraient. J'ai une vision pas très toujours positive de ça, parce que c'est vrai que sans doute quand on est élu de Grenoble, on a été élu par une population qui est en phase avec vos convictions, donc parfois, enfin en majorité, enfin bref, donc peut-être que la population là exprime ce genre de choses. Puisqu'on est à Marseille, je vous incite par exemple à regarder le paysage politique varois. Donc je ne parle pas du Bouches-du-Rhône, mais de varois, et vous y verrez autre chose. Et là, alors évidemment la conviction ne marche pas, mais alors à mon avis l'éducation non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens à utiliser. L'exemple peut-être, je ne sais pas, mais ça va être long et compliqué d'embarquer la population. J'ai bien évidemment la conviction qu'on ne peut pas faire sans la population. Alors ça, c'est absolument évident. Simplement, il ne s'agit pas de dire il suffit de révéler ce que veut la population, parce que là, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, bon, c'était un petit point rapide. Bon, rappelez que tout ça, ce projet est très important pour l'effet d'entraînement qu'il a, hein, parce que justement, pour les raisons que je viens d'évoquer, il y a des villes pilotes, une dizaine, donc on compte bien sur elles pour entraîner les autres et faire en sorte que l'ensemble du territoire national
aille dans cette direction, puisque quand on regarde d'un point de vue national ce qui se passe sur le territoire, on voit des grandes diversités de positions et d'efforts. Donc oui, vous êtes les pilotes, donc c'est super, il faut arriver à entraîner les autres et peut-être rappeler les quelques moyens financiers. On a parlé pas mal de sous, hein, c'est vrai, il y en a quand même quelques-uns disponibles. Je vais faire une petite liste, hein, le fonds vert, la feuille de route décarbonation, le trait carbone avec le modèle économique, écoquartier, les organismes fonciers solidaires, le rôle des EPF, notamment sur la spéculation foncière, les ateliers des territoires, je rappelle qu'ils sont gratuits, enfin pour vous, pas pour nous, et les quartiers 20-30, et ainsi de suite. Donc il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, je voulais me réjouir encore avec vous de tous ces efforts, et tout ça est très important, et on a encore beaucoup de travail devant nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais parler fort, hein, parce que si ça remarche. Nous sommes donc arrivés au terme de cette matinée. Il va y avoir une pause déjeuner qui va vous être servie, et nous reprenons à 13h30. Et les élus particulièrement des 9 villes et quelques autres, je crois, sont attendus en haut de l'escalier. C'est ça ? Merci beaucoup à vous de votre attention ce matin. Ah, une question. En plus, on a encore un peu de temps, allez-y. Allez, je me permets, donc Pierre Berry, Grenoble-Alpes Métropole, puisqu'Emmanuel d'Anversin est en face de moi, je me permets de poser une question pour montrer les freins et parfois l'incohérence réglementaire. Les élus que nous sommes, vous êtes au courant que la loi APER, accélération pour le développement des énergies renouvelables, nous impose en fait de définir sur notre territoire géographique les lieux où on va pouvoir développer les ENR. Je vous donne un exemple sur la métropole de Grenoble. On veut développer les ENR. Bon, il n'y a pas de vent, donc on va développer le photovoltaïque. Il faut faire x4 sur le photovoltaïque. Eh bien, j'ai cette injonction paradoxale que je peux développer du photovoltaïque sur les toitures de mes bâtiments, mais l'architecte des bâtiments de France me dit « Ah, stop, tout ce qui se voit de la Bastille, tout le centre ancien de Grenoble, je ne veux pas voir un panneau sur les toits. » Comment on fait pour passer cet écueil ? Je vais être rapide, mais réponse en 2 temps. La première est que, on a beaucoup parlé ce matin, faire la ville, c'est extrêmement complexe. Je ne vois pas comment on peut faire un cadre réglementaire qui est sans contradiction. Alors moi, je ne sais pas faire. Et on est tout à fait conscient. Hein. Je ne vais pas vous rappeler comment sont faites les lois. Hein. Donc voilà, c'est le résultat et qu'il y a des contradictions pour plein de raisons. On a en catalogue, en stock, au sein de la direction, puisque nous on écrit le code de l'urbanisme et le code de la construction, des pages et des pages de projets, de mettre au cordeau une sorte de jardin à la française nos différents codes. C'est une très mauvaise idée. On a essayé de le faire une fois ou deux. C'est un effort énorme qui ne sort jamais aussi pur qu'on l'aurait souhaité, donc qui en fait reproduit d'autres contradictions. Donc on est épuisé, on n'est pas satisfait à la fin. Enfin, c'est pas. Donc il faut à un moment accepter de vivre avec ces contradictions, avec ces règles qui sont parfois mal écrites. Des exemples, j'en ai des tonnes. Et on se contente d'essayer de réduire ces contradictions et de vivre avec et de les changer. Enfin, on écrit beaucoup. Hein. Moi, je suis dans la direction, une des directions du gouvernement qui écrit le plus. Hein. Donc je pense que moi je suis là depuis 4 ans, on a dû faire 19 lois et 19 PPL, hein. Donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc ça, je suis vraiment un peu désolé, c'est pas génial ce que je dis, je suis pas très fier de ça, mais je crains qu'il faille l'accepter un peu. Alors en ce qui concerne l'ABF, donc ça c'est une des particularités. Haro sur l'ABF est une chose que j'entends toute la journée au Parlement, au Sénat, avec les élus, enfin, tout ça. Alors je rappelle quand même que la France est le premier pays touristique du monde et que je pense qu'on peut dire que l'ABF n'y est pas pour rien. C'est qu'on a des paysages qui sont somptueux au sens large de paysages et une partie de ces paysages sont protégés par les ABF et donc je pense qu'il faut qu'on se réjouisse à ça. Alors je sais bien que ceux qui ont rencontré l'ABF pour un dossier, en général,
il n'y a pas toujours un bon souvenir et je ne vais pas toujours les défendre non plus, mais bon, voilà. Alors, en ce qui concerne les incohérences entre l'énergie renouvelable et l'ABF, on est en contact avec le ministère de la Culture, on a déjà fait pas mal d'efforts. Enfin, je pourrais donner des cas inverses, en fait, à celui que vous avez donné. Ça passe beaucoup par l'espèce d'accord entre leur ministère, le nôtre, et la façon de travailler. On est absolument convaincu que tout ça va améliorer. Ça s'est déjà amélioré, ça va continuer à s'améliorer, mais je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, mais on a la même situation avec la rénovation des bâtiments. La rénovation alors pas des bâtiments classés parce que c'est réglé, mais des bâtiments autour des bâtiments classés, dès qu'on veut faire une isolation thermique par l'extérieur, ça c'est compliqué. Donc on travaille ensemble pour définir ce qui est acceptable, mais par rapport à il y a 20 ans où il y avait un niet clair et catégorique du ministère de la Culture sur tout ce qui était panneaux solaires en périmètre, maintenant les choses ont changé parce que tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas faire ça en fait. Et puis il y a des pistes techniques aussi, puisque arrivent les tuiles en ardoise, solaires, les tuiles photovoltaïques en ardoise. Ça va prendre encore un peu de temps, mais il y a un peu d'espoir. Ou en tuiles. Peut-être vous dire aussi, ce sujet a été abordé rapidement hier, que c'est le but de l'association France Ville Durable que de traiter ce type de sujet ou de nœuds compliqués entre acteurs. On a donc un groupe de travail, d'ailleurs il se réunit ce vendredi après-midi en ligne pour celles et ceux que ça intéresse, qui réunit l'ANA, l'Association nationale des ABF, le ministère de la Culture dans sa direction de l'architecture et du patrimoine, la DHUP, le Conseil national de l'ordre des architectes et un certain nombre d'opérateurs privés qui travaillent sur ces sujets-là. On n'est justement pas dans un cas classique de vraie vie sur le terrain où on a un projet, on prend du zoom arrière, recul. Quels sont les grands enjeux ? Après, on peut jouer, moi j'avoue, les ABF ont des enfants aussi, donc à un moment on peut peut-être aussi se dire qu'on est sur un mouvement collectif qui mérite peut-être de voir les choses un peu différemment. Mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'on trouve des solutions dans le dialogue. Dans les premières réunions qu'on a eues, très vite, on s'est dit, et des solutions qui viseront à faire des propositions. D'ailleurs, le ministre l'a dit en introduction, il nous passe un peu commande. Il en a parlé à la ministre de la Culture sur ce sujet spécifiquement, pour qu'on puisse faire des propositions, pourquoi pas d'évolution de réglementation, ou en tout cas d'évolution de processus. Je vous donne un exemple tout simple, si on prend la rénovation des bâtiments. D'emblée, tous les acteurs s'entendent sur le fait que si on calcule, par exemple, les questions de consommation énergétique à l'échelle de l'îlot plutôt qu'à l'échelle du bâtiment, on règle tout un tas de problèmes. Si on a un bâtiment à énergie positive qui produit de l'énergie, dans le même îlot, ça permet d'accepter qu'un bâtiment patrimonial en consomme un petit peu plus pour se chauffer ou se rafraîchir, puisque de toute façon, on est neutre à l'échelle de l'îlot. Et on a à la fois préservé le patrimoine, dont on a dit hier qu'il était absolument fondamental, je pense aux prochaines rencontres de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, sur la logique de la place de la culture dans cette évolution du monde, qui est complètement fondamentale. Et donc préserver le patrimoine, c'est fondamental aussi. Et donc il y a des solutions. Et en fait, tout ce qu'on veut arriver à montrer, c'est qu'il est possible de trouver des solutions dans le dialogue, plus que dans le rapport de force. Évidemment, c'est la vraie vie, le rapport de force. Mais donc, je vous invite, et j'invite les participantes et les participants, si vous êtes intéressés par ces travaux, à nous contacter. Bon, ils sont réservés aux membres de l'association. Voilà. Vous pouvez toujours adhérer à l'association, pour celles et ceux qui ne le sont pas encore. Les membres que j'ai cités sont tous membres de l'association. Merci de cette question tac au tac. Ça a permis de relancer un petit peu la machine. Et merci à vous de votre attention cette matinée. Retour à 13h30.